Bien, bonjour à tous, bienvenue dans les tutos Amaté pour cette séance sur le logiciel Lime Survey qui permet de créer des questionnaires en ligne. Et pour animer cette séance, on a fait appel à Claudie Bobineau, qui est ingénieure d'études au CIRNEF, un laboratoire, une équipe d'accueil de l'Université de Rouen qui travaille dans les sciences de l'éducation. Et je vais tout de suite laisser la parole à Claudie pour qu'elle nous présente cette solution technique. L'idée du tuto, c'est vraiment un atelier aussi d'échange et de retour de l'expérience. Donc, si vous avez des questions à poser, vous utilisez le module conversation en ligne ou éventuellement vous activez vos micros. On va laisser, du coup, Claudie nous fait une présentation pendant une heure environ, et puis on discutera ensuite dans le temps qui nous restera. Donc, Claudie, je te laisse la parole pour que tu interviennes sur Lime Survey. Merci Benoît, bonjour à tous. Et merci pour l'invitation pour cette présentation du logiciel Lime Survey. Donc Lime Survey, c'est un logiciel libre d'enquête par questionnaire qui vous permet en fait de créer des questionnaires en ligne, lancer et suivre les passations, stocker les réponses et réaliser des statistiques descriptives essentiellement, des tri à plat et quelques graphiques. Ce logiciel vous permet également, bien sûr, d'exporter les réponses de votre questionnaire en vue de traitement ultérieur et plus approfondi dans des logiciels de statistiques de type R ou SPSS. Alors, 3 grandes étapes pour la création de questionnaires dans Lime Survey. Une étape donc de création du questionnaire dans le logiciel, une étape de collecte de réponses, les passations, et une étape d'analyse qui sont en fait uniquement des analyses descriptives dans Lime Survey. Alors juste une étape préalable à l'utilisation et à la création du questionnaire dans le logiciel. Systématiquement, là c'est plus une expérience personnelle, mais j'ai l'habitude de créer les questionnaires sur en fait un logiciel de traitement de texte. Il y a plusieurs intérêts à cela. Le premier intérêt, ça me permet en fait à l'écart, à distance en fait de l'outil technique, de l'outil logiciel, de pouvoir me concentrer sur le contenu scientifique de mon questionnaire, de circonscrire le sujet précis de l'étude par questionnaire, de l'enquête, de faire le tour des thématiques que je souhaite aborder dans le cadre de ce questionnaire, de me poser des questions très claires sur la population que je souhaite cibler. Est-ce que j'y ai accès? Est-ce que je dois constituer un échantillon? Quel type de questions dans mon questionnaire? Est-ce que ce seront des questions ouvertes? Est-ce que ce seront des questions fermées, à choix unique, à choix multiples? Quelles analyses je souhaiterais faire ensuite à partir de la table des réponses? Est-ce que je pense à des croisements a priori? Et du coup, je dois réfléchir en amont aux indicateurs que je souhaiterais identifier et présenter dans mon questionnaire. Donc toutes ces questions sont hyper importantes, déterminantes pour la suite et la qualité des réponses recueillies. Et le fait de rédiger l'ensemble de ces éléments en amont et à distance du logiciel permet vraiment de prendre le temps de la réflexion, de se concentrer sur l'aspect scientifique. Deuxième intérêt à rédiger son questionnaire dans un logiciel de traitement de texte, c'est que ça permet d'avoir cette vue d'ensemble. Est-ce que, après la rédaction, j'identifie que toutes les thématiques, toutes les parties de mon questionnaire que je souhaitais aborder sont présentes? Est-ce que toutes les modalités de réponse sont également présentes? Est-ce que j'ai pensé à tout? Est-ce que je me suis mis à la place des répondants? Est-ce que normalement tout ça est complet? Est-ce que les différentes parties de mon questionnaire sont homogènes? Est-ce que j'ai pas de déséquilibre? Est-ce que la validité est présente, entre guillemets? Est-ce que je mesure bien ce que je souhaite mesurer? Est-ce que les indicateurs que j'ai identifiés sont pertinents d'un point de vue scientifique, théorique?
Est-ce que la formulation des questions est claire? Enfin voilà, je vais pas faire. C'est juste rappeler quelques éléments fondamentaux, mais de base, mais en fait qui sont toujours hyper importants en amont de l'utilisation du logiciel. En fait, enfin, dernier intérêt, le fait de rédiger à distance du logiciel votre questionnaire permet aussi de prendre le temps de réfléchir aux questions techniques. Est-ce que toutes les questions de mon questionnaire seront sous format texte? Est-ce que j'aurai des présentations sous forme d'images, de vidéos? Est-ce que le logiciel peut supporter ces modes de présentation? Anticiper aussi des questions méthodologiques. Comment je vais entrer en contact avec ma population cible ou mon échantillon? Est-ce qu'une passation en ligne a du sens? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il me faut des autorisations? Est-ce que ce questionnaire sera public ou je le ferai sur invitation personnelle? Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que ça sera uniquement des passations en ligne ou alors on verra qu'il est possible dans LimeSurvey de créer votre questionnaire en ligne et en fait de sortir d'avoir une version imprimable, donc propre de votre questionnaire ensuite. Et puis anticiper dès cette étape les aspects juridiques. Et du coup, là, je vous invite fortement à vous rapprocher de votre correspondant informatique et liberté au sein de votre établissement pour qu'il vous accompagne sur ces aspects juridiques dont on est parfois spécialiste, c'est pas toujours le cas. Et donc, travailler en collaboration avec vos référents au sein de l'établissement. Et je pense que c'est une excellente idée. Voilà. Donc c'est pour ces trois raisons principales. Voilà, j'ai l'habitude et je vous conseille de prendre le temps de rédiger en dehors du logiciel votre questionnaire. Une fois que ça s'est stabilisé, que votre questionnaire est rédigé, relu, corrigé, amendé, vous pouvez donc envisager ouvrir LimeSurvey pour créer votre questionnaire en ligne. Donc, avant de pouvoir créer votre questionnaire en ligne, encore faut-il avoir un compte LimeSurvey. Et là, je vous invite à vous rapprocher des informaticiens de votre service pour savoir si LimeSurvey, ce logiciel libre, a été déployé au sein de votre établissement et s'il est possible, en tant qu'agent ou étudiant de cet établissement, d'avoir un compte personnel pour créer et lancer vos propres enquêtes avec ce logiciel. Donc, une fois que vous avez eu ces autorisations et donc on vous a créé un compte personnel, il suffit simplement, à l'aide de l'URL qui vous aura été adressée par votre informaticien, de saisir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et de cliquer sur « Se connecter ». Vous tombez d'emblée sur l'interface LimeSurvey et rapidement, on vous propose un bouton « Créer un nouveau questionnaire ». Donc, vous cliquez sur « Créer un nouveau questionnaire » et la première étape, c'est de donner un titre à votre questionnaire. Et là, vous voyez aussi l'intérêt d'avoir pu rédiger son questionnaire sur un logiciel de traitement de texte, c'est que vous allez pouvoir, en fait, dans LimeSurvey, simplement faire du copier-coller entre votre document texte et le logiciel, parce que là, il vous suffira, si vous l'avez rédigé en amont, de faire un copier-coller de votre titre dans la fenêtre titre de questionnaire. Juste en dessous, vous avez une fenêtre qui s'appelle description et en gros, c'est votre message d'accueil. Vous allez poser le cadre de votre enquête, qui vous êtes, le cadre de l'étude, la thématique générale qui est abordée et quelques précisions techniques si vous souhaitez, notamment le début de l'enquête et sa date d'expiration, etc. Donc, titre de questionnaire, description. Vous voyez en dessous une fenêtre message d'accueil. Alors, l'expérience que moi j'en ai, c'est que quand je rédige un message, en fait, ce message se retrouvera sur chaque nouvelle page du questionnaire. Donc, ça peut être un peu lourd. Et donc, habituellement, je n'utilise pas cette fenêtre message d'accueil, mais j'utilise la fenêtre au-dessus et essentiellement la fenêtre description pour présenter l'étude. Donc, pas de message d'accueil, là, en l'occurrence, mais un message de fin pour remercier les participants, bien sûr, d'avoir participé au questionnaire. Et vous pouvez également préciser une URL
fin, donc une URL qui renverra en fait vos répondants donc vers une page que vous aurez souhaité, par exemple le site de l'université ou le site du groupe de recherche, etc. Donc précisez éventuellement une URL de fin. Sur cette page en fait de création du questionnaire, vous avez la possibilité de préciser qui est l'administrateur du questionnaire, son courriel. À chaque saisie d'une page dans LimeSurvey, il faut systématiquement enregistrer et fermer, de sorte que le logiciel prenne en compte vos modifications. Une fois que votre questionnaire est créé, vous tombez sur la page d'accueil et vous allez tomber rapidement sur ce bouton « Créer un groupe de questions ». L'idée, c'est que au sein de votre questionnaire, vous allez créer plusieurs groupes de questions qui correspondent à vos parties de questionnaire. Et à l'intérieur de ces groupes, vous allez créer l'ensemble des questions relatives à ce groupe. Donc, première chose, je crée mon groupe. Donc, vous cliquez sur « Ajouter un groupe ». Et là, de la même façon, on vous demande de donner un titre à votre groupe de questions. Imaginons un questionnaire sur les doctorants de l'Université de Rouen-Normandie, inscrits pour cette année universitaire. Je m'intéresse à leur parcours académique, à leur parcours professionnel, à leur représentation du doctorat. Donc je peux imaginer que si je m'intéresse à leur parcours académique, j'aurai un premier groupe de questions qui renverra à ce thème. Et donc je peux créer un groupe de questions avec un titre, par exemple, « Votre parcours académique ». Donc je donne ce titre et j'enregistre. OK, LimeSurvey a donc un premier groupe de questions, « Votre parcours académique ». À l'intérieur de ce groupe, je vais maintenant créer l'ensemble des questions relatives à ce groupe. Et donc, j'appuie tout simplement sur le bouton « Ajouter une nouvelle question au groupe ». Une nouvelle fenêtre apparaît. Et donc là, il y a 4 étapes principales pour la création d'une question. Première chose à faire, c'est donner un code à votre question. Ce code est obligatoire et il faut qu'il soit je vous invite à faire en sorte qu'il soit explicite pour les étapes de traitement et d'analyse ultérieure, notamment. Donc, donner un code. Par exemple, là, si je souhaite avoir des informations sur l'âge de mon répondant, je peux nommer et donc donner ce code âge à cette question. Deuxième étape, une fois que j'ai créé le code de la question, je peux saisir ma question dans la fenêtre question. Et donc là, si vous avez rédigé votre questionnaire dans un document traitement de texte, il vous suffira, là encore, simplement de faire un copier-coller de votre document traitement de texte à la fenêtre question du logiciel LimeSurvey. Une fois que vous avez collé votre question dans cette fenêtre question, vous avez la possibilité de modifier alors, la police, la taille, le style, la couleur. Vous pouvez insérer des images, des vidéos. Voilà, vous avez un certain nombre de boutons à votre disposition et donc vous pouvez agrémenter à souhait votre question. Juste en dessous de cette fenêtre question, vous avez la possibilité de donner des précisions aux répondants. C'est ce qu'on appelle l'aide et donc elle sera visible par les répondants. Ça permet d'apporter des précisions supplémentaires. À vos répondants en vue de répondre plus précisément à la question qui leur est posée. Troisième étape, une fois que vous avez donc défini le code, rédigé la question, il faut, et c'est obligatoire, spécifier le type de question dont il s'agit. Est-ce que votre question est une question à choix unique? Une question à choix multiple? Est-ce que c'est une question libre de type texte? Voilà. Est-ce que c'est une question dont LimeSurvey a un modèle en stock et donc il a en stock en fait des modèles de questions, c'est ce qu'on appelle des questions prédéfinies, par exemple des questions oui/non, des questions sur le genre, sur la date, sur la langue, voilà. Voilà, donc là, cette étape-là, une fois que vous avez rédigé votre question, il faut spécifier le type de question dont il s'agit.
À cette étape, à ce moment-là, vous avez la possibilité aussi de décider si cette question est obligatoire, c'est-à-dire que votre répondant sera obligé d'y répondre pour poursuivre la passation. Donc, question obligatoire, oui, non. Et vous pouvez spécifier aussi à ce moment-là si dans les modalités de réponse, il y aura une modalité autre, enregistrée et fermée. Dernière étape pour la création d'une question, il faut que vous créez, bien sûr, vos modalités de réponse. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton « Éditer les options de réponse ». Et moi, je vous invite à cliquer tout de suite sur « Ajout rapide ». Quand vous cliquez sur « Ajout rapide », il y a une fenêtre qui s'ouvre. On vous invite à saisir vos réponses. Vous voyez donc la fenêtre en bas. Et donc là, il vous suffit simplement, si vous les avez rédigées par ailleurs, de faire un copier-coller de l'ensemble de vos modalités de réponse et de les coller dans cette fenêtre. Et cliquez sur soit « Ajouter », soit « Remplacer ». Habituellement, je clique sur « Remplacer ». Et automatiquement, l'ensemble de vos modalités de réponse seront créées en même temps. Une fois que vous avez passé ces 4 étapes, votre question est normalement créée et en bonne et due forme. Vous avez un code, une question formulée, un type de question choisi et des modalités de réponse. Si vous voulez avoir une idée du rendu final, vous pouvez cliquer sur le bouton « Prévisualiser la question », voilà, qui est à disposition sur la page d'accueil du questionnaire. Si vous souhaitez apporter des corrections à votre question, vous avez toujours un bouton « Éditer » qui vous permet de modifier l'ensemble des étapes que nous avons passées en revue ensemble. Le code, la formulation de la question, le type de question, les modalités de réponse. Donc ça veut dire que dans la création du questionnaire, à tout moment, vous pouvez éditer, faire des corrections. Vous cliquez sur « Enregistrer et fermer ». Pour l'instant, on a créé un groupe et une seule question. Donc, LimeSurvey vous propose tout de suite de créer de nouvelles questions, une deuxième, une troisième, une quatrième question au sein du groupe. Et donc, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton « Ajouter une nouvelle question groupe » et de suivre exactement la même procédure pour créer une question. Créer un code, saisir la question, choisir le type de question, saisir les modalités de réponse. Et donc, vous allez procéder de la même façon pour créer l'ensemble de votre questionnaire. Après, vous aurez en fait votre questionnaire qui se présentera à peu près de cette façon, avec, vous voyez sur la droite, une première partie en haut avec un premier groupe de questions qui concerne le parcours universitaire et l'ensemble, une succession de questions relatives à ce groupe. Et puis, en dessous, un deuxième groupe de questions qui concerne le parcours professionnel avec la liste de l'ensemble des questions relatives à ce second groupe de questions. Cette diapo, simplement pour vous signaler que dans les rubans présents sur la page d'accueil de LimeSurvey, vous avez ce qu'on appelle un organisateur de questions. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez modifier à la fois l'ordre des groupes de questions, mais aussi à l'intérieur d'un groupe, modifier l'ordre des questions. Pour cela, il vous suffit simplement de sélectionner par exemple une question et à l'aide du glisser-déposer, d'aller la déposer à l'endroit souhaité. Donc cet organisateur de questions est souvent très pratique et je vous invite à l'utiliser une fois que l'ensemble de votre questionnaire est rédigé. Donc possibilité de modifier l'ordre des groupes de questions et des questions. Alors, il est très fréquent qu'au sein d'un questionnaire, on soit amené à créer des questions conditionnelles. Par exemple, si j'ai 2 questions et la première s'intitule « Êtes-vous titulaire d'un master ?» J'attends une réponse « Oui-non ». Et je souhaite faire en sorte que la question 2 sur la discipline du master n'apparaisse que si le répondant a répondu « Oui » à la première question. Donc là, on est typiquement dans le cas d'une question conditionnelle simple. Voilà, très simple. Je souhaite que la question 2 n'apparaisse que si le répondant a répondu « oui » à la question 1. Alors, comment créer une question conditionnelle dans LimeSurvey? La première chose à faire, c'est de créer les 2 questions de manière indépendante. Donc, on a vu comment créer une question tout à l'heure. Donc, vous créez vos 2 questions.
Ensuite, sur la page d'accueil de l'AMSurvey, il vous suffira de cliquer sur le bouton « Liste des questions ». Puis, vous aurez donc une présentation de l'ensemble des questions qui ont été rédigées. Il vous suffit de la survoler, la question 2, la question conditionnelle, celle qui n'est pas sûre d'apparaître en fait. Vous survolez la question et en bout de ligne, normalement, vous pouvez cliquer sur un bouton qui, quand vous le survolez, s'intitule « Résumé de la question ». Donc, je survole la question 2, en bout de ligne, résumé de la question. Vous tombez sur cette page, et donc là, vous avez un bouton, normalement, « Fixer les conditions ». Donc, vous cliquez sur ce bouton. Cette nouvelle fenêtre apparaît, et donc là, on va créer notre question conditionnelle. Donc, l'idée, c'est que il faut d'abord sélectionner la question précédente. Donc, la question 1, donc je sélectionne la question sur « Êtes-vous titulaire d'un master ?» C'est ma question précédente, ma question 1. Ensuite, l'opérateur de comparaison, c'est « égal ». Okay. Et je sélectionne « Oui » dans la liste des modalités de réponse dans la fenêtre du bas. Une fois que j'ai fait ces sélections, je clique sur « Ajouter une condition », ajouter une condition, et maintenant votre question conditionnelle est créée. Ce qui veut dire que dorénavant, si à la question 1, la question précédente, « Êtes-vous titulaire d'un master ?» la personne répond « Oui », alors la question 2, question conditionnelle, dans quelle discipline, apparaîtra. Votre question conditionnelle est créée. On pourra y revenir au moment des échanges si cette procédure n'est pas tout à fait claire. À tout moment dans l'AMSurvey, vous pouvez être amené à revenir à la page d'accueil parce que c'est là que se trouve l'ensemble des rubans, des menus. Et pour revenir à la page d'accueil, il vous suffit simplement de cliquer sur Home, la petite maison, qui se trouve souvent à gauche de votre écran. De la même façon, à tout moment, au moment de la création de votre questionnaire, vous pouvez souhaiter le visualiser en conditions réelles. Il vous suffit simplement sur la page d'accueil de l'AMSurvey de cliquer sur le bouton « Prévisualiser le questionnaire ». Quand vous avez finalisé l'ensemble de vos groupes, questions, l'ordre, questions conditionnelles, etc., et que vous êtes prêt à tester votre questionnaire, vous pouvez quand même vérifier ou spécifier les propriétés de votre questionnaire. Donc, sur la page d'accueil de l'AMSurvey, vous avez un bouton « Propriétés du questionnaire » et donc, dans ce menu, la première proposition qui vous est faite, donc, sélectionnez « Paramètres généraux et texte ». En cliquant sur « Paramètres généraux et texte », vous allez trouver différents menus et notamment des menus plutôt en bas de page à droite, un menu présentation et navigation. Donc là, en fait, ce sont des options d'affichage. Vous avez la possibilité, en fait, de montrer à votre répondant le nombre de questions figurant dans votre questionnaire. Donc là, vous pouvez spécifier oui, non. Est-ce que vous voulez que cette information soit affichée en page d'accueil de votre questionnaire? Vous avez la possibilité aussi d'afficher éventuellement une barre de progression, ce qui permet au répondant de voir s'il est au 20% ou 80% au bout de 10 minutes. Donc là, pareil, dans les options, dans les propriétés, vous pouvez afficher une barre de progression. Vous avez aussi la possibilité dans l'AMSurvey de permettre à votre répondant de commencer à répondre à votre questionnaire, de stopper en fait momentanément la passation. Et l'idée, c'est qu'au moment où il stoppe, on lui demande de spécifier un email et votre répondant recevra sur cet email qu'il aura lui-même saisi une URL où il pourra poursuivre la passation de son questionnaire et la terminer. Voilà. Dans ce menu, vous avez la possibilité également de spécifier une URL, par exemple. En fait, c'est la page vers laquelle vous allez renvoyer votre répondant une fois que le questionnaire sera terminé. Dans le menu en dessous, publication et contrôle d'accès, vous pouvez spécifier très précisément la date et l'heure
de lancement du questionnaire, ainsi que la date et l'heure d'expiration. Donc, c'est vous qui pouvez définir dans les propriétés ces paramètres. Dans le menu notification et gestion des données, en fait, c'est là qu'on retrouve l'option que j'évoquais à l'instant, qui permet en fait aux participants de stopper momentanément sa passation et la reprendre plus tard, grâce à une URL qu'il aura reçue sur un email qu'il aura lui-même saisi au cours de la passation. Vous avez un menu invitation aussi dans les propriétés où vous pouvez décider de rendre anonymes les réponses. Donc on en reparlera peut-être plus tard. Hein, mais dans ce cas-là, si vous sélectionnez réponse anonymisée, aucune information d'identification du répondant ne sera conservée dans le tableau des réponses. Ok, donc là, vous avez fait le plus gros boulot de création de votre questionnaire dans LimeSurvey. Il s'agit maintenant de pouvoir l'activer. Activer un questionnaire de LimeSurvey, ça veut dire que les modifications ne sont plus possibles ensuite et que l'enregistrement des réponses est effectif. Donc là, j'entends bien, habituellement, quand on crée son questionnaire, moi je l'active une première fois, voire plusieurs fois, pour faire un pré-test. Hein. Donc il suffit simplement de cliquer sur le bouton sur la page d'accueil « Activer ce questionnaire ». Et vous avez en fait un message d'avertissement qui apparaît où on vous spécifie qu'à partir du moment où vous avez activé votre questionnaire, vous ne pourrez plus faire de modifications et que les réponses seront enregistrées. On vous demande aussi là, de vérifier que les options d'anonymat, de sauvegarde au nom d'adresse IP, de réponse datée vous conviennent. Une fois que vous avez pris connaissance de ce message, il suffit simplement en bas de cliquer sur le bouton « Sauvegarder » et activer ce questionnaire. Voilà, vous avez un message en fait qui vous confirme que votre questionnaire a bien été activé et que les réponses seront désormais enregistrées. Donc, habituellement, je vous dis là, pour moi, je suis toujours à une étape de pré-test, c'est-à-dire que mon questionnaire, c'est comme si j'étais en situation réelle, mais je vais le proposer à des répondants, mais je ne suis pas encore en situation de test réel. Hein. Donc voilà, ça fait comme si, mais je n'ai pas commencé ma passation réelle. Ça me permet quoi? C'est-à-dire que je vais mettre mes répondants, ceux que j'aurais choisis ou qui auraient bien voulu répondre, je vais leur permettre de prendre connaissance de mon questionnaire et de voir s'ils auraient des propositions d'amélioration. Le fait d'avoir activé aussi mon questionnaire à ce moment-là, ça me permet d'enregistrer les réponses, comme je vous disais, donc de vérifier après que l'enregistrement se fait correctement, que l'export des réponses se fait correctement, en vue de traitement ultérieur. Est-ce que j'ai pas de décalage de colonnes? Est-ce que les caractères, ça se passe bien? Enfin, vous voyez, ça permet de vérifier tant la qualité du questionnaire, l'enregistrement et le traitement des données ultérieures. Quand vous avez activé votre questionnaire, vous avez là 2 modes de passation possibles ensuite. On vous en parle un petit peu en bas de cette diapo. Soit de basculer en mode accès restreint, soit d'être en accès public. Alors, ça, je viens d'en parler avant. Voilà, la passation en ligne du questionnaire. 2 modes de passation possibles. L'accès restreint, ça veut dire en fait que ne répondront au questionnaire que les personnes qui auront reçu donc, une invitation avec un code personnel pour pouvoir y répondre. En quelque sorte, vous contrôlez les répondants qui sont en mesure de pouvoir répondre à votre questionnaire. En accès public, en gros, l'idée, c'est que vous allez avoir l'URL de votre questionnaire que vous allez pouvoir insérer, par exemple, dans un corps de mail et adresser à toutes les personnes qui seront concernées par l'enquête. Vous êtes moins dans le contrôle de qui répond. Voilà, en gros, c'est ça. Donc ça, je reprécise, voilà, sur quel bouton cliquer en fonction de votre souhait, accès restreint ou accès public. Voilà. Après, je vous donne des précisions sur l'accès restreint. En mode accès restreint, vous devrez créer une table des invitations. Donc, accès restreint, voilà, j'ai un pool de personnes que j'ai identifié, voilà, une base de sondage, par exemple. J'ai identifié des personnes qui sont en mesure de pouvoir répondre à mon questionnaire. Et donc, je vais devoir créer une table des invitations.
Donc, pour créer une table des invitations, j'ai deux possibilités. Soit je clique sur le bouton « Initialiser la table des invitations » sur la page d'accueil de LimeSurvey, soit je clique sur « Participant au questionnaire ». Une fois que la table des invitations est créée, je tombe sur cette page et j'ai la possibilité à ce moment-là d'importer en fait un fichier de contact en format CSV avec trois informations principales, le nom, le prénom, l'email de mes contacts. Donc là, en fait, je vous précise comment importer ce fichier de contact dans LimeSurvey. Il suffit de cliquer donc sur le bouton « Créer », fichier CSV. Ensuite, on vous demande d'aller chercher votre fichier CSV avec ces contacts sur votre ordinateur. Donc, je rappelle bien, pour que ça fonctionne bien, il faut que votre fichier CSV comporte au minimum 3 colonnes dont les en-têtes seront dans l'ordre. Les en-têtes de colonnes seront dans l'ordre first name, last name, email. Et en cliquant sur « Envoyer », normalement, votre table d'invitation, votre table de participants est automatiquement créée dans LimeSurvey. Ça veut dire que dorénavant, vous allez pouvoir créer vos modèles de courriel, lancer vos invitations et suivre vos invitations et les passations de manière très précise et ciblée. Un exemple de modèle de courriel. Vous voyez, LimeSurvey vous met à disposition des modèles de courriel pour lancer personnellement vos invitations. Donc, il va reprendre en fait les informations contenues notamment dans le fichier CSV. Vous voyez, le prénom de la personne. Il va reprendre aussi le nom de votre enquête, la description qu'on évoquait au tout départ. Et puis, à la fin, il a des informations sur l'administrateur du questionnaire. Et il a des messages aussi, un message qui lui précise qu'à tout moment, il peut refuser de participer, bien sûr, à cette enquête et surtout qu'il ne souhaite pas être sollicité par la suite. En enregistrant ces réponses, vous avez une vue effectivement sur ce que souhaite votre répondant. Voilà. Et donc, vous pouvez éviter des relances trop intempestives, trop intrusives, désagréables pour des personnes qui ne souhaiteraient pas participer à votre étude. Donc, le fait de passer en mode accès restreint, table des invitations, participants identifiés, ça vous permet de contrôler, de mieux cerner, mieux suivre vos passations et vos invitations, ainsi que vos relances pour répondre au questionnaire. Là, je vous mets en fait, ça c'est la page d'administration et de gestion de la table des invitations. Donc pour un répondant, vous avez effectivement ces informations de prénom, nom, email. Vous pouvez créer un code personnel. Donc ça, on en reparlera peut-être par la suite, mais ça peut permettre par exemple dans le cadre d'études longitudinales de pouvoir, à l'aide du code, identifier différentes passations d'un questionnaire. Et donc là, vous avez pour chaque personne, chaque participant, vous avez les informations sur quand est-ce que vous avez envoyé une première invitation, est-ce que vous avez fait un rappel, est-ce que la personne a répondu complètement, temporairement, etc. Après les passations, vous pouvez, même au cours des passations, avoir une vue sur les premières réponses à votre questionnaire. Donc, dans LimeSurvey, sur la page d'accueil, vous avez tout simplement un bouton « Réponse ». Et donc, dans ce menu « Réponse », le premier choix, c'est « Réponses et statistiques ». Donc, en cliquant sur « Réponses, réponses et statistiques », puis sur le bouton « Statistiques », vous avez accès en fait au graphique, au premier tri à plat pour chacune de vos réponses, chacune de vos questions, pardon. Donc, en cliquant sur mode simple, les graphiques des tri à plat pour chacune de vos questions s'affichent automatiquement. Vous avez la possibilité d'exporter ces images de graphiques en format PNG notamment et de les insérer dans un rapport. Donc ça, ce sont juste les graphiques. Pour pouvoir avoir accès à la table des tri à plat, vraiment, il faut cliquer sur le bouton Mode expert. Et là, vous allez sélectionner des options. Alors là, je vous propose typiquement les choix de base. Donc, il faut bien sélectionner dans la fenêtre Sélection de données toutes les réponses. Si je souhaite avoir l'ensemble des réponses à toutes les questions. Sélectionner aussi l'option Visualiser le résumé de tous les champs disponibles. Dans les options de sortie, les étiquettes de graphiques,
Donc, je souhaite que la formulation de la question soit complète sur mes graphiques, pas seulement le code de la question. Et vous spécifiez aussi le format de sortie. Donc là, j'ai mis Excel, mais il y a d'autres formats de sortie. Nous verrons tout à l'heure les différents formats de sortie possibles. Quand vous cliquez sur « Voir les statistiques », vous allez finalement pouvoir télécharger un fichier avec l'ensemble des tri à plat de l'ensemble de vos questions. Et donc, pour chaque question, vous avez à la fois les décomptes et les pourcentages qui sont spécifiés. Donc là, on a demandé les tri à plat de toutes les questions du questionnaire, mais vous pouvez souhaiter faire les tri à plat seulement de certaines questions. Et donc là, je vous précise que dans la fenêtre statistique, vous avez la possibilité en fait de filtrer seulement certaines questions et certaines réponses. Et donc, il vous suffit simplement de cocher les questions qui vous intéressent si vous souhaitez faire une sélection de questions. Comme je vous le mets là ensuite, dans le deuxième paragraphe, avec le logiciel LAMSurvey, en tout cas la version que j'utilise, on n'a pas la possibilité d'aller plus loin dans l'analyse statistique. Donc c'est extrêmement limité, donc c'est une des principales limites que je trouve au logiciel. Pour faire des tris croisés, des statistiques plus approfondies, des analyses factorielles, etc., il faut tout de suite en fait exporter vos données et les importer dans un autre logiciel. Donc comment exporter les données dans LAMSurvey ? Alors, une précision, pour exporter vos données, il faut que votre questionnaire soit encore activé. Donc, il faut ensuite cliquer sur la page d'accueil sur le bouton Réponse, Réponses et statistiques, puis Exporter. Et donc là, il faut spécifier en fait l'application dans laquelle vous allez souhaiter exporter vos données. Alors là, j'ai perdu mon diaporama. Nous, on le voit toujours. Hein. Nous, on le voit toujours, on en est à la page 49. Ok. Claudie, t'es encore là, toi? Ouais, je suis là. J'ai eu une petite micro-coupure, je m'excuse. Donc j'étais... vous m'entendez bien? Okay. Ouais. Donc, ça marche parfaitement. Hein. Ne t'inquiète pas, ça marche parfaitement. Ok. Donc j'étais au niveau de l'export. Voilà. Donc, si je reviens sur la diapo précédente, exporter les données, donc à partir de la page d'accueil, menu réponse, réponse et statistiques. Alors, par contre, attends, effectivement, j'ai pas l'impression que tu as encore la main sur le PowerPoint qu'on voit, nous. Nous, on est sur la diapo 49, là. D'accord. Donc là, j'y suis. OK. Là, c'est bon, je pense. Réponse et statistiques, puis donc exporter. Donc, exporter, vous spécifiez exporter les résultats dans une application. Et donc là, vous avez différents formats d'export possibles. CSV, Excel, PDF, HTML, Word, R. Donc, à vous de spécifier le format que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous allez ensuite spécifier les options d'export. Par exemple, est-ce que vous voulez exporter seulement le code de la question ? Le texte complet de la question. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez spécifier ce que vous souhaitez exporter. Si tu es passé à la diapositive 50, on n'a pas suivi avec toi, Claudie. Ouais, Claudie, c'est moi qui viens de basculer sur la diapo 50, là. Ben, d'accord. Oui, mais ça n'a pas bougé pour moi. Ça a bougé que pour toi, Benoît. Ah, d'accord. Donc, moi, je suis sur la diapo 50, mais vous n'êtes pas tous sur cette diapo? Non, on est resté bloqué, je pense à ta précédente, il y a une espèce de... Je confirme qu'on est toujours sur la 49 de mon côté. Bon, alors, je vais faire un peu le... Comment dire, j'allais dire le fasciste, mais non, mais je vais prendre le contrôle du PowerPoint, et comme ça, tu... Hop, pardon, si c'est bon. Donc là, en principe, vous êtes sur la 50 maintenant. Ouais, on est passé en 50. C'est bon? Ouais. Donc, Claudie, à chaque fois que tu veux avancer, tu me le dis, moi je vais avancer les diapos. D'accord, donc là, on est sur la diapo 50 pour tout le monde. Ouais. Ok, donc là, c'était sur les options d'export. Vous avez la possibilité d'exporter seulement le code de la question ou le texte complet de la question ou les deux, code de la question et texte. C'est à vous de faire le choix que vous souhaitez.
Pour les réponses, c'est la même chose. Vous avez la possibilité dans LimeSurvey, je ne l'ai pas précisé au départ, mais en plus de la formulation de la question, enfin si j'ai précisé le code de la question. Donc là, pareil, vous pouvez exporter soit les réponses complètes, soit seulement les codes des réponses. Voilà. On passe à la diapo suivante. Je ne sais pas si... Alors, si, c'est Oui, bon. ça marche, ça marche. Une fois que vous avez spécifié vos options d'export, il vous suffit simplement en fait, de cliquer sur le bouton « Exporter ». Et donc là, vous avez un fichier de réponse qui est téléchargé au format d'export que vous aurez choisi au préalable. Donc là, je vous invite en fait à l'ouvrir et l'enregistrer surtout sur votre ordinateur. C'est votre fichier de données brutes original. Et je vous invite à en faire une copie tout de suite, de sorte que vous travaillerez dorénavant sur la copie. Et vous aurez toujours votre fichier de données brutes accessible dans un endroit sécurisé, mais auquel vous ne toucherez pas. Donc, fichier de données brutes original, j'en fais une copie et je travaille par la suite seulement sur cette copie. Diapo suivante. Là, je vous précisais en fait qu'il est possible, après avoir créé votre questionnaire dans LimeSurvey, d'en avoir une version imprimable. Sur la page d'accueil de LimeSurvey, vous avez un menu affichage export et dans les dernières propositions, vous avez la possibilité de sélectionner version imprimable. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir une version imprimable en HTML, en PDF notamment. Donc ça peut être pratique si vous souhaitez, par exemple, créer votre questionnaire dans LimeSurvey et en avoir une version imprimée en vue de passation face à face, par exemple. Il est possible aussi dans LimeSurvey, si par exemple vous avez fait des passations face à face et donc vous avez des questionnaires en version papier, de saisir dans LimeSurvey les réponses. Pour ce faire, en fait, il vous suffit, dans le menu réponse de la page d'accueil, de sélectionner écran de saisie de données. Quand vous sélectionnez cette option, vous avez un écran de saisie qui apparaît et vous allez pouvoir saisir très facilement, pour chaque question, les réponses à un questionnaire. Et donc là, ça peut être assez rapide de saisir de grandes quantités de questionnaires papier pour avoir une saisie informatique des réponses. Bien s'assurer, à la fin de chaque questionnaire saisi, de cocher « Finaliser l'envoi de la réponse » et d'enregistrer et fermer pour que LimeSurvey comptabilise chaque enregistrement de questionnaire. Une diapo pour terminer. Intérêt limite du logiciel LimeSurvey, c'est plus une expérience personnelle à discuter bien sûr avec vous. L'intérêt principal, c'est que la prise en main est très facile et c'est assez intuitif en fait de se repérer et d'utiliser le logiciel LimeSurvey. Et donc c'est un logiciel qui s'appréhende assez facilement et donc facile d'utilisation. C'est un logiciel gratuit, normalement, surtout s'il est déployé au sein de vos organismes. Donc ça, c'est un atout majeur. Logiciel open source, donc en développement continuel. Donc ça aussi, c'est une qualité intéressante en fait avec l'ensemble des utilisateurs de ce logiciel. Logiciel, étant donné qu'il est facile à prendre en main, il est idéal pour la formation des étudiants de master et de doctorat. Le stockage, à partir du moment où le LimeSurvey est développé au sein de votre université, vous avez normalement des serveurs dédiés, sécurisés, qui vous permettent de stocker de manière en toute sécurité, de manière sécurisée, vos données de recherche. Donc ça, c'est un atout important. Et puis, comme je vous montrais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était très clair, mais avec cette table des invitations, vous pouvez donc suivre des passations de manière assez précise et contrôler un petit peu qui a répondu à votre questionnaire, surtout si vous avez des soucis de quota, notamment. Au niveau des limites, alors vous en êtes rendu compte, les analyses statistiques sont extrêmement limitées, dans la version en tout cas que j'utilise, donc seulement des tri à plat et quelques graphiques, donc l'export est évident. Donc ça, c'est une limite principale. Ça veut dire que LimeSurvey, c'est très pratique pour créer un questionnaire, faire de la collecte. Au-delà de ça, il faut exporter vos données pour les traiter et les analyser plus précisément. J'utilise LimeSurvey donc à l'université, donc pour plutôt des petites études. Je ne sais pas
comment LimeSurvey gère de grandes enquêtes nationales, parce que voilà, l'université, c'est souvent des petites études avec maximum quelques centaines de participants. Donc ça, c'est plutôt un point d'interrogation pour les grandes enquêtes. Comment LimeSurvey s'en sort et arrive à gérer ça? De la même façon, au niveau de la présentation de votre questionnaire en ligne, habituellement, on est plutôt, nous, sur des formats de questions type texte. Est-ce que, si vous avez des animations, des présentations de vidéos, d'images, etc., je ne sais pas trop comment ils gèrent ces différents formats de présentation, d'affichage. Donc ça, c'est plus une question au niveau de sa capacité à gérer différents contenus. Et puis, à l'utilisation, je me suis posé un certain nombre de questions sur la gestion de l'anonymat des réponses, notamment quand vous avez une table des participants avec des contacts. Et donc, on peut créer des codes personnels, mais après, c'est effectivement, il faut être bien au clair sur voilà, un temps de collecte de réponses avec... voilà, il faut bien les emails pour contacter personnellement les gens. Mais après, au niveau du stockage et du traitement et de l'analyse, pouvoir seulement se baser sur un code personnel qui aura été créé et n'utiliser que cette colonne code personnel et les réponses pour le traitement et les analyses ultérieures. Voilà. Voilà, je suis arrivée au bout de cette présentation, donc je vous remercie et puis j'espère qu'on pourra échanger notamment sur l'utilisation que vous pouvez avoir de ce logiciel ou revenir sur certains points qui n'étaient pas forcément trop détaillés ou obscurs. Merci. Eh bien, écoute Claudie, merci beaucoup pour ta présentation du LimeSurvey. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment très très clair. J'ai l'impression que tu as fait une performance LimeSurvey raconté au SHS avec une très grande pédagogie et c'était vraiment une excellente présentation. Donc j'ouvre tout de suite la discussion. Hein, donc on n'est pas nombreux. Je pense que le plus simple, c'est que vous interveniez directement à l'oral, sauf si vous n'hésitez pas. Dans ces cas-là, vous posez vos questions soit dans le module chat ou dans le module questions et réponses. En principe, vous pouvez tous réactiver vos micros. Pendant la présentation de Claudie, j'ai coupé celui de Marie Pless, mais en principe, tu dois pouvoir l'ouvrir. Alors, moi, c'est juste un retour d'expérience parce que je me suis fait avoir, moi, justement, sur la question de l'anonymisation des réponses. Quand LimeSurvey vous parle d'anonymisation des réponses, en fait, c'est juste au niveau des informations personnelles qui circulent sur Internet pour répondre au questionnaire. C'est-à-dire que ça peut être éventuellement des adresses IP ou la gestion des cookies ou éventuellement des mails. Il ne s'agit pas du tout d'une anonymisation au sens de la CNIL. Hein. Vous pouvez tout à fait déclarer un questionnaire anonyme pour LimeSurvey où il mettra pas, il conservera pas vos traces numériques et demander dans votre questionnaire le nom, le prénom ou l'adresse de la personne. Et donc, ce qui peut donner des fois des choses un peu bizarres, c'est-à-dire qu'on peut avoir une notification LimeSurvey dans le questionnaire qui nous dit ce questionnaire est anonyme, et puis demander directement après le nom et le prénom de la personne. Alors moi, j'ai pas de questions directement à poser à Claudie. Enfin, je peux, quand tu parles. Moi, j'en aurais une. Benoît. Ah, alors vas-y, c'est Marie-Laure, non? Ouais, c'est ça, ouais, c'est Marie-Laure. Dans le cas où LimeSurvey ne serait pas déployé via une université, comment est-ce qu'on peut accéder à LimeSurvey? Bonne question. Il faut que vous demandiez à votre université de le déployer, je pense que... Ouais, mais moi, dans mon cas, c'est un peu complexe parce qu'en fait, on est sur un espace où on est un peu isolé et donc on n'a pas accès à de gentils informaticiens et donc du coup c'est problématique justement. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un accès serveur directement sur LimeSurvey ou est-ce que tu sais s'il y a quelque chose Non, je sais pas trop. Je pense sinon, est-ce que par exemple une plateforme comme Humanum pourrait vous permettre d'utiliser ce logiciel? Ça, ouais, ça pourrait être une solution effectivement. À voir si eux l'ont développé. Je sais pas, j'ai pas regardé.
entrer en contact peut-être avec Ouais. ceux qui bossent pour Humanu pour expliquer le cadre là où vous travaillez et si c'est pas développé, peut-être qu'ils pourraient vous mettre à disposition un espace pour pouvoir collecter vos données avec Lime Survey. Ouais. Après, il y en a peut-être parmi vous qui utilisent d'autres logiciels d'enquête qui sont sans doute au moins aussi performants. Donc voilà, après, c'est vrai que là, c'est un outil très simple de prise en main. Et à partir du moment où il est développé en interne, le fait de pouvoir stocker des données de recherche sur les serveurs de nos organismes de rattachement, c'est quand même beaucoup plus sécure. Je pense à Humanium, sans doute que parmi vous, certains auraient d'autres bonnes idées ou expériences. Ouais, nous, juste, je donne le côté mathé. En fait, nous, on l'a installé directement sur le serveur CNRS qui nous permet de gérer le site web, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est Anne Garcia Fernandez qui s'en occupait, mais je crois que c'est là où elle l'a installé. Donc, Anne-Laure, si tu demandes gentiment à Anne Garcia, elle t'ouvrira un accès. Hein. Ça, elle a toujours dit qu'elle ouvrirait des accès aux gens de mathé s'il y avait besoin. D'accord, c'est une solution effectivement à prendre, une solution j'allais dire intermédiaire parce que. Mais qui est pas mal. Mais après, c'est vraiment moi je suis pas très, je l'ai jamais essayé de le configurer, etc. Mais c'est vraiment un logiciel extrêmement léger. Il suffit d'avoir un petit serveur web et ça marche. Hein. Donc c'est-à-dire que par exemple demander un serveur web au CNRS pour faire du Lime Survey, c'est faisable, ou d'utiliser le serveur web de ton labo. Au début, on était sur le serveur web de je sais plus où. Hein, on utilisait un serveur web d'un labo. D'accord, ouais. Tu vois, c'est vraiment très léger. Hein, donc, je vais creuser ces différentes possibilités. Donc ça s'installe, c'est gratuit. Il suffit d'avoir un serveur web disponible. Donc c'est vraiment pas l'affaire du siècle. Et après à paramétrer, ça j'avoue que c'est Anne Garcia qui l'a fait, donc j'ai pas d'idée si c'est surtout qu'elle est très bonne en informatique. Hein, donc j'ai pas d'idée de savoir si ça prend 42 secondes tout mouillé ou s'il faut quand même compter une journée ou deux quoi. Ça marche. Mais bon. Ok. Merci ces diverses solutions. Du coup, je complète la réponse de Damien. C'est vrai que la technologie, les technologies web qui sont derrière Lime Survey, c'est vraiment des technologies classiques. Il y a les données, elles sont stockées en SQL. C'est du code PHP et il suffit d'avoir une technologie web Apache. Pour un informaticien, d'installer un serveur Lime Survey, c'est moins d'une demi-heure. La difficulté, pour moi, c'est d'avoir un informaticien sous la main. Chose qu'on n'a pas au labo, mais bon, après, c'est des problèmes perso. Voilà. Merci des réponses. En tout cas, c'est pour ça que Mathé a vraiment dit qu'il mettait à disposition le sien. Hein. Donc c'est pour ça, n'hésite pas. Super. Mais je vais éventuellement, si besoin, je verrai avec Anne Garcia. Ça marche, merci. Ouais. Alors, du coup, je continue à rebondir là-dessus. Il peut se passer, sur les universités, des fois, on peut avoir accès à des vieilles versions de Lime Survey, donc c'est pas complètement la même interface que celle qu'a présentée Claudie, donc ça peut être un peu déstabilisant. Mais en fait, du coup, la première fois que je suis rentré dans Lime Survey, j'étais un peu déstabilisé par la logique qui est derrière, qui est vraiment une logique de données relationnelles, c'est-à-dire que une réponse des réponses sont vraiment rattachées à une question et une question est attachée à un questionnaire. Et c'est pour ça qu'on a cette hiérarchie que nous a bien présenté Claudie. Hein. On déclare d'abord son questionnaire, puis un groupe de questions, puis une question, puis les réponses. Et maintenant, c'est vrai que l'interface est suffisamment souple pour qu'on puisse basculer les questions et les réponses d'un groupe à un autre. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que vu que la technologie pour stocker les données, c'est SQL, en fait, il n'y a pas proprement de limite. Ça dépend vraiment des caractéristiques d'espace qu'il y a sur le serveur. Mais donc à la question de Claudie sur des grandes enquêtes, si on avait à en faire sur Lime Survey, il n'y a aucun problème. On peut monter jusqu'à plusieurs milliers de questionnaires sans difficulté. Je sais que moi dans un programme de recherche, on a même c'était pas sur le nombre de participants, mais là c'est sur le nombre de variables. On avait 600 ou 700 variables dans Lime Survey et il n'y a pas de contrainte. Lime Survey à la grandeur des questionnaires en termes de nombre d'observations ou nombre de variables, c'est dépend vraiment des caractéristiques du serveur qui sont derrière, quoi. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'avais une question toute bête. Tu nous as pas donné, où je l'ai raté, mais une idée du temps que ça prend.
j'ai quand même l'idée que qu'on doit payer à terme la facilité d'utilisation. C'est-à-dire que c'est vachement pratique parce qu'on fait tout avec sa petite souris et c'est très bien structuré, etc. Mais qu'en même temps, si on fait un questionnaire, donc comme disait Benoît, avec 600 variables, je pense qu'il faut prévoir une petite semaine facile, non? Oui, si tu as 600 variables, effectivement. Surtout que c'est vrai qu'à un moment donné, je passais peut-être un peu vite sur cette idée de pré-test, mais quand je crée mon questionnaire, je l'active, je fais un pré-test auprès de soit un micro-échantillon de ma population cible, soit des gens, des collègues qui voudront bien avoir un regard sur ce questionnaire, sa faisabilité, etc. Et du coup, il n'est pas rare que je corrige, c'est-à-dire qu'il s'agit d'activer le questionnaire pour pouvoir le tester, vraiment en situation réelle, mais après, il n'est pas rare que j'ai des corrections nombreuses à faire. Et dans ce cas-là, pour faire ces corrections, il faut que je désactive temporairement mon questionnaire, que je fasse les corrections et que je le réactive ensuite en vue de la passation réelle, le test, quoi. Mais c'est vrai que ces corrections sont souvent nombreuses. Après, ça dépend aussi du niveau d'exigence du chercheur. Ça dépend aussi de la complexité d'affichage des questions, etc. Là, en fait, vous avez la possibilité d'ajouter, comme je vous disais, assez rapidement des modalités de réponse grâce à l'ajout rapide. Vous avez la possibilité de créer facilement et rapidement différents scénarios de questions conditionnelles grâce à l'ajout rapide de conditions. Mais ceci dit, il faut que vous créiez vos questions, question par question, vos modalités de réponse. Donc, c'est vrai que plus vous aurez de variables et plus le temps sera long. Voilà, après, c'est vrai qu'il faut vraiment compter du temps si vous voulez avoir un questionnaire de qualité qui soit propre, que la présentation soit attractive et vérifier que l'enregistrement de vos réponses se fait bien, l'export des données. Donc oui, ça prend du temps quand même. Donc si vous avez 600 variables, c'est vrai que je peux vous prévoir une semaine, ouais, sûr. Je pense si vous voulez vraiment tout vérifier, l'ensemble des étapes du processus d'enquête, oui. Après, peut-être que d'autres auront des expériences, mais ça prend du temps, effectivement. Alors, effectivement, oui, ça prend du temps. Moi, je sais que j'ai une difficulté sur Lime Survey, c'est parce que c'est avoir un stock de questions ou de réponses, parce que par exemple, je sais pas, parce que, si on utilise toujours la même nomenclature de diplôme ou de catégorie socio-professionnelle, c'est facile du coup de les avoir en Lime Survey et de les par copier-coller ou même je crois en import ou en export de les récupérer. C'est vrai que là-dessus, moi j'utilise pas assez Lime Survey pour avoir une expertise suffisante. Mais c'est vrai que ça reste vraiment un outil extrêmement souple, qui peut être peut-être un peu déroutant au début quand on n'a pas pour la prise en main. Mais c'est vrai que même les règles, Lime Survey parle pas de filtre, il parle de, je sais plus, de règles conditionnelles. En fait, elles arrivent presque en langage naturel, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment du langage logique. Répondre à spécialité, si master oui. Enfin, là-dessus, c'est vraiment très clair, quoi. Oui, effectivement, vous avez la possibilité, par exemple, si vous avez saisi une première fois la liste des professions et catégories socio-professionnelles, vous avez la possibilité d'enregistrer ce que Lime Survey appelle des étiquettes de réponse, et donc de le réutiliser par la suite, par le jeu d'export, import dans un nouveau questionnaire, ou alors sur des échelles de satisfaction, effectivement, vous allez la créer une fois et la réutiliser pour d'autres questions assez facilement parce que vous aurez enregistré les modalités de réponse. Donc, vous avez effectivement possibilité d'avancer plus vite à un moment donné s'il y a des répétitions, notamment dans les modalités de réponse pour vos questions. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. J'avais peur que tu sois parti en fait, mais non. Oui, j'avais deux fenêtres, c'est pour ça. Moi, ça fait 3 ans que j'utilise Lime Survey avec mes étudiants dans le master sociologie et statistique. Dans l'ensemble, moi personnellement, la principale faiblesse que je vois à ce logiciel, c'est que l'aide est très compliquée à utiliser puisqu'elle est qu'en partie traduite, que les menus correspondent pas toujours à ce qu'on voit
dans son interface. Mais à part ça, bon, je m'en débrouille. Il y a un truc que je n'ai pas encore réussi à faire, c'est qu'il arrive que je travaille avec un panel privé qui invite des gens pour moi. Donc, je dois faire des URL personnalisées pour que chaque répondant arrive sur mon questionnaire avec son URL et récupérer un petit identifiant qui est fourni par le panel et qui est dans l'URL. Ça, j'y arrive. Et normalement, mon panel me dit que je devrais arriver à sauver cet identifiant dans ma base de données pour pouvoir, par exemple, réinterroger les gens, des choses comme ça. Et ça, je n'y arrive jamais. Est-ce que par hasard, Claudie, vous avez déjà ce genre d'expérience ou pas? En fait, c'est-à-dire, j'ai pas de table d'invitation, moi, en fait. Vous n'avez pas ça, parce qu'effectivement, moi, je suis toujours passée par cette table des invitations que j'ai remplie automatiquement avec donc un fichier de contact, fichier CSV. Ouais. Et donc, en gros, j'ai mon fichier CSV avec nom, prénom, email. Je l'importe dans LimeSurvey en tant que contact. J'ai ma table qui se crée automatiquement dans LimeSurvey et d'emblée, je demande à LimeSurvey de me générer des codes de 15 lettres et chiffres. Ouais. Et donc, pour la collecte, je reste encore avec les informations d'identification de la personne parce que je dois leur envoyer des emails. Oui, tout à fait. Mais c'est dans j'ai le code. Mais par contre, dès que ma collecte est terminée, le questionnaire expiré, dans ce cas-là, je peux choisir d'exporter simplement mon code et l'ensemble des réponses. Ouais. D'accord ? Ouais, je vois bien. Pour l'instant, personnellement, j'ai eu affaire qu'à gérer dans LimeSurvey cette d'invitation personnalisée. Par contre, ça fonctionne bien. C'est vrai que c'est-à-dire que chaque répondant ne reçoit il ne voit pas bien sûr l'identité des autres personnes sollicitées. Il reçoit des mails personnalisés. Je vous montrer un modèle. Et vous avez la possibilité de personnaliser les modèles de courriel. Et du coup, je ne me suis pas trouvée exactement dans la même situation que vous. Parce que je le gérais dans LimeSurvey et c'était bien passé en fait. J'étais la seule en fait à pouvoir gérer l'administration de ces invitations, collecte, export des réponses, vous voyez ? Oui, je vois bien. Donc, oui. Si un jour je trouve la solution, je la transmettrai. Parce que vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir ce fichier de contact en fait, c'est ça ? En fait, c'est pas moi qui ai les contacts et c'est pas moi qui invite. Oui, c'est-à-dire que mon prestataire qui doit s'appeler Respondi ou Ipsos ou je ne sais pas quoi, mon prestataire envoie des invitations qui contiennent un identifiant individuel et dans une URL. Le répondant il clique sur l'URL, il arrive sur mon questionnaire et là, normalement, j'arrive à récupérer cet identifiant. Je suis sûre que j'y arrive parce que l'URL de sortie qui s'affiche à la fin pour dire merci d'avoir participé, il dit aussi allez chercher votre petit cadeau sur l'URL suivante et il est personnalisé. Donc je sais que j'arrive, même si je ne le vois jamais, à conserver cet identifiant jusqu'à la fin du questionnaire, puisque les répondants vont effectivement chercher leur petite récompense. Par contre, donc le fournisseur des contacts m'affirme que je devrais pouvoir récupérer les identifiants pour, par exemple, comparer sa base de répondants avec la mienne. Et ça, j'ai jamais réussi et je ne trouve j'arrive pas, là pour le coup je me heurte vraiment au fait que la documentation de LimeSurvey est la documentation d'un logiciel libre, c'est-à-dire un peu touffu quoi. Mais en même temps, ce que tu évoques, ça me fait vraiment penser plutôt à un paramétrage du serveur LimeSurvey. Oui. Parce que pour en avoir paramétré plusieurs, moi, en fait, c'est à la fois, c'est même au niveau de l'enquête et du questionnaire, c'est là où la petite fonction réponse anonyme ou pas. En principe, si tu déclares tes données non anonymes, tu récupères des identifiants dans la base. Oui, par exemple, les heures exactes de remplissage et ce genre de trucs qu'on peut pas récolter quand on a dit que c'était anonyme. Oui. Ça, je sais pas. Moi, j'ai découvert que anonyme pour LimeSurvey et anonyme pour nous, c'est pas pareil, quoi. Non, oui, c'est ce que disait Benoît au départ. Effectivement, c'est vous qui contrôlez le contenu de votre questionnaire, donc effectivement, c'est exactement ce que disait Benoît tout à l'heure. Hein. Ouais. Donc,
Alors, il y a une question de Grégoire Le Campion sur est-ce qu'on peut installer LimeSurvey localement sur une machine? En fait, est-ce que des fois, c'est vrai que sur les terrains d'enquête, on n'a pas forcément accès à Internet. Alors, d'un point de vue technique, oui, c'est possible, mais ça revient en fait à installer son propre serveur web, serveur SQL sur sa machine. Et il n'y a pas de solution embarquée légère entre guillemets. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu. Ce qui est assez contraignant pour les enquêteurs, c'est-à-dire que des fois, en cas de problème, il faut vraiment qu'ils soient capables, autonomes, pour relancer le serveur web, le serveur PHP, le serveur MySQL, pour accéder à l'interface LimeSurvey en local. Techniquement, c'est possible. Après, c'est vraiment très très contraignant. Moi, je sais que souvent, quand c'est dans ces cas-là, nos enquêteurs ont toujours un questionnaire papier avec eux et ils font de la saisie après entretien, après passation du questionnaire. Dans le même ordre d'idée, nous on fait de la passation par téléphone. En fait, on utilise LimeSurvey pour faire du CACI, de l'interview assistée par ordinateur, mais par téléphone avec nos étudiants. Et grosso modo, il faut juste prévoir d'avoir un téléphone qui ne soit pas Internet et une très bonne connexion à Internet, parce qu'il peut y avoir un petit temps de latence entre l'affichage des pages, et autant quand on est sur Internet en train de naviguer, on s'en fiche, mais autant quand on est au téléphone avec l'enquêté qui est pris par le temps et qu'on doit lui dire « Oui, alors, la page s'affiche », c'est un peu fastidieux. Donc grosso modo, avec une bonne connexion Internet et un téléphone indépendant, on peut utiliser aussi LimeSurvey de cette manière-là, qui est assez fluide. Et juste, Marie, quand tu le fais comme ça en CATI, tu penses que c'est la connexion Internet, que c'est pas le serveur le problème, hein, c'est ça? C'est pas le serveur qui ralentit pour une raison X ou Y? Écoute, je ne sais pas, parce que je n'ai pas essayé avec des mauvaises connexions Internet, personnellement. Mais c'est une bonne question, effectivement. C'est une bonne question. En tout cas, ça plaide pour avoir un serveur indépendant quand tu fais un truc comme ça. Qu'il soit vraiment dédié à ça pour être sûr qu'il ne soit pas en train de tourner sur autre chose. Ouais. Parce que je veux dire, sachant que nous, on fait les passations entre 18h et 21h, j'ai aucune idée si c'est une heure où les serveurs sont beaucoup sollicités ou pas. Ça dépend complètement de comment est paramétré le serveur, quoi. Oui. Si par exemple c'est un serveur de sauvegarde en parallèle et qui fait les sauvegardes à partir de 18h, je t'appelle parti. Effectivement. C'est une bonne question. Parce que c'est tellement léger qu'effectivement on est tenté de le mettre sur un serveur qui sert à autre chose, quoi. Oui. Alors que les serveurs CNRS, justement, mais le problème c'est qu'ils sont virtualisés, donc ils sont pas forcément hyper puissants, mais en tout cas ils sont indépendants, ils peuvent ne faire que ça, quoi. D'accord. Mais même si encore une fois, la technologie qu'il y a derrière LimeSurvey, elle n'est pas gourmande, hein, c'est vraiment très très classique. Nous, c'est vrai que la plus grosse difficulté qu'on a eue, c'est la connexion à Internet pour accéder à l'interface LimeSurvey, quoi. Et je me suis demandé, quand on faisait de la saisie après coup, donc comme tu fais, Benoît, c'est-à-dire je saisis mon questionnaire à la main et je saisis en rentrant chez moi, l'interface de saisie, elle est bien faite, c'est-à-dire qu'on peut aller très vite ou il faut cliquer la souris, c'est un truc avec je clique sur les boutons. Ça fait comme une feuille Excel, je crois. Le masque de saisie que j'utilise, en fait, c'est sur une seule page, c'est-à-dire que tu as toute ton question sur une seule page. Donc c'est bien fait, quoi. C'est-à-dire que toutes tes groupes de questions sont sur une seule page, donc ça peut aller vraiment rapidement quand même. D'accord, je vois, ok. Parce que moi j'utilisais Tri2 pendant très longtemps, parce que justement ça permettait de le faire à toute vitesse sous DOS, quoi. Mais bon, c'est un peu has-been, ouais, d'accord. Mais vraiment on allait très vite, hein. Le questionnaire s'était saisi en quelques minutes, quoi. C'est DOS 3 ou DOS 5, Damien? Je ne réponds pas aux agressions. J'utilise toujours le DOS, je tiens à le dire. J'aime le DOS. Juste, Claudie, moi je trouvais que tu es un peu injuste en disant que en traitement il est pas bon, parce que c'est pas un logiciel de traitement, quoi. En fait, il te permet juste de faire du tri à plat pour vérifier que tu n'aies pas d'erreur de tes saisies, quoi. Mais c'est bien qu'ils aient mis un module de tri à plat pour vérifier que tu n'as pas de problème, quoi. Si tu as des erreurs, c'est parce qu'il y a un problème dans ton enquête, quoi. Oui, tout à fait. Après, effectivement, il ne fait pas d'analyse complémentaire, quoi. C'est juste parce que parfois les utilisateurs pensent qu'ils vont pouvoir faire l'ensemble de leur traitement analyse dedans, qui sont déçus de s'arrêter finalement à la collecte et à la vérification comme ça des tri à plat.
Et donc c'était juste pour spécifier ça, c'est peut-être avec ces retours d'expérience d'utilisateurs qui disent ah ben non, il faut que j'utilise un autre logiciel, bah oui. Mais effectivement, c'est déjà bien. Et ce que je vois quand même je fais une remarque, mais moi je crois que la première fois que j'ai utilisé c'était en 2005, et puis j'ai pas beaucoup réutilisé avant parce que ça m'avait un peu découragé. Après plutôt, ça a quand même fait d'énormes progrès. Donc ça vaut quand même le coup de mettre à jour effectivement, quand on utilise des serveurs de la fac, etc., d'essayer de demander la mise à jour du Lime Survey avant de commencer l'enquête. Manifestement, c'est une communauté active. À ce propos, Damien, je ne sais pas si toi, tu peux mettre à jour le Lime Survey de l'ENS? Ah non, ouais, l'ENS, je n'existe plus. D'accord, et donc c'est qui s'en occupe? C'est OCRI? Ouais, je pense. Ah merde. Mais Damien me dit de bien meilleures relations qu'avant, et je pense que ça doit être jouable. Mais effectivement, c'est typiquement le genre de truc qui casse les pieds aux informaticiens de mettre à jour un logiciel de ce niveau dont ils ne voient pas l'intérêt, etc. Donc c'est vrai que c'est assez dur à négocier, ce genre de choses. Ok, je vais tenter. Ouais. Il faut effectivement se jouer sur les failles de sécurité qu'il peut y avoir. Mais j'espère que c'est pas la version de Lime Survey que j'ai connue qui traîne encore sur l'ENS. C'est 2.0 celle de l'ENS. Ah. D'accord. C'est celle que j'utilisais en 2005, évidemment, c'est un problème. Non, ça ne va plus être celle-là parce que c'était sur le serveur de CodeShow. Non, quand même pas. Ouais. Non, c'était sur un serveur CodeShow. Ouais. Non. Et juste une petite question, Claudie. Moi, j'utilise beaucoup dans les questionnaires ce que j'appelle les tableaux. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais dans le genre, vous allez au cinéma, tu vois, et puis après, il y a une série de réponses dans le genre parce que vous aimez vous divertir, parce que vous aimez sortir, parce que vous aimez discuter, parce que j'en sais rien, avec un peu beaucoup à la folie, tu vois. Et donc, je le présente dans un tableau parce que ça va assez vite, ça évite de répéter la première question. Ça existe dans absolument. D'accord. Oui, super. Tu sais, quand j'ai précisé l'étape de sélectionner le type de question, j'ai pas parlé des tableaux, mais comme tu as la possibilité de choisir QCM, réponse de type texte pour question ouverte, tu as aussi la possibilité de créer des tableaux. Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet aussi de couper avec des questions parfois un peu redondantes. Ouais. Donc, tu as la possibilité de choisir en type de question tableau, tout à fait, ouais. Nous, on s'était rendu compte, à l'occasion de Bonne Oreille de Travail, que de faire des tableaux, vous avez gagné énormément de temps de passation du questionnaire. Donc, c'est vrai que j'ai gardé cette habitude parce que, en tous les cas, à l'oral, ça marche très bien pour gagner du temps. D'accord. Donc, c'est possible, ouais. Ouais, d'accord, super. Peut-être une petite chose que je peux dire pour mon expérience Lime Survey plus R. Une année, on a perdu à peu près 4 heures de cours à 10 sur un problème d'import des données. Et le piège, c'est que R essaye de reconnaître automatiquement les types de variables qui viennent de Lime Survey. Et des fois, il transforme en facteurs qui leur donnent bizarrement des trucs que nous, on pensait être des chiffres. Donc il faut être vraiment très vigilant après avoir importé les données dans R parce que par exemple nous on avait une case avec une heure de repas, une heure de durée de repas, et donc on n'avait aucun repas de moins d'1 heure et des repas qui duraient jusqu'à 4 heures. Et en fait c'est que les zéros étaient devenus des 1, etc. Et puis les non-réponses étaient des blancs, et tout ça c'était des facteurs. Donc bref, voilà, l'import dans R, c'est pas du 100%, il faut être très vigilant et penser à ces questions-là. Et même quand tu prends l'option export R, là, qu'on a vu... Oui, parce qu'il essaye de deviner si ça va être des facteurs ou des chaînes ou des chiffres. Donc, s'il y a, par exemple, des blancs, eh ben, ça peut plus être des chiffres. Donc c'est peut-être mieux d'utiliser le CSV. Tu as déjà essayé d'utiliser tout bêtement le CSV dans ce cas-là? Non, j'ai pas essayé parce que l'avantage de faire l'import façon R, c'est qu'on récupère quand même tous les labels de variables. C'est ça. Donc c'est quand même pareil. Voilà, non, mais il faut le savoir, il faut être vigilant, il faut refaire des tri à place ou R et pas hésiter à aller remonter ensuite dans le fichier qui est créé pour l'export et le modifier un tout petit peu. Et donc ça replaide encore sur l'intérêt du tri à plat, ça permet en tous les cas de comparer le tri à plat de Lime Survey avec celui de R pour voir effectivement, si on a la même chose à la sortie. Quoi. Ouais. À la base, faut vérifier que les variables soient bien déclarées aussi en chaîne, parce qu'en chaîne de caractères ou en numérique. Je suis assez sûr. Tu veux dire dans Lime Survey?
avec les dernières versions de Lime Survey, ça m'étonnerait que les Que ça soit exports fassent possible. ce genre de D'accord. bévue, quoi. Alors, soit j'ai pas la toute dernière version de Lime Survey, donc j'ai pas l'option, soit j'ai pas vu l'option. C'est possible. Oui. Je regarderai, ouais. Non, moi, les problèmes que j'ai eu au niveau de l'export, c'est sur cette enquête où on avait énormément de variables. Parce que c'est on passait pour importer dans R ou dans SAS, je passais par Excel Ouais. et je me suis fait tronquer à 256 colonnes. Oui, oui, bah oui, oui. Alors du coup, la solution que j'avais faite à l'époque, c'était je passais par SPSS avec la syntaxe import SPSS. Une fois dans SPSS ou même dans PSPP, je crois que je recréais un fichier du coup SPSS que je réimportais dans R. Mais c'est vrai que sur de toute façon, c'est une étape sur laquelle on a toujours des difficultés. Hein. Enfin, moi, je fais quand même beaucoup plus de SAS que de R. Et sur l'import des données, j'ai régulièrement des problèmes de ce genre de variables considérées comme numériques, alors que derrière, il y a du caractère, donc il y a une partie des réponses qui sautent, quoi. En tout cas, je tiens à te dire, Marie, que là, je regardais sur Internet, on en est, tu sais peut-être, hein, mais on est à la version 3.5.1. Donc, si tu utilises 2.0, ça vaut le coup d'en parler à l'ENS. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Bon, après, en plus, l'avantage, c'est que le temps que tu le fasses, il faut tu serais faire version entre les 4. enquêtes. Ah, Oui, c'est ça. Mais surtout, il faut que je le fasse pas à un moment où mes étudiants sont en train de passer mon ouais, questionnaire. Mais C'est-à-dire là, c'est sûr que maintenant. ça vaut le coup, hein, parce que voilà, comme moi, je vois par rapport à celle que j'ai connue, alors je sais pas quelle était la version que j'avais connue, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais. Alors là-dessus, parce que du coup, enfin, étant passé aussi par le campus Jourdan, ayant utilisé le serveur LimeSurvey du campus Jourdan, Oui. j'ai eu une grosse difficulté parce que on peut importer et exporter ces questionnaires. Oui. C'est-à-dire que par exemple, si Claudie fait une enquête que je trouve intéressante, que j'ai envie de redéployer sur mon serveur, elle peut m'envoyer le questionnaire, je l'importe. Le problème avec des anciennes versions, aussi vieilles que celles qu'évoque Marie-Pless, on va avoir des difficultés à récupérer à la fois les questions et à la fois les bases de données. Mais j'espère quand même que tu n'es pas en version 2, quoi. Ah si, je suis en version 2.0 là. Bon. Donc aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de problème, mais c'est le côté souple, enfin, d'exporter les questionnaires ou les. Ouais. Non, ça veut dire que non, mais je vais faire une belle sauvegarde avant toute chose. Et puis, tant pis, je récupérerai pas de questions, mais c'est pas grave. C'est formateur pour les étudiants de repartir de zéro. La lutte sur le soutien, c'est le problème qu'on avait eu sur le questionnaire Mathé SHS qui était initialement sur le serveur de Jourdan. D'accord. C'était sur Jourdan. Je me souviens plus, on l'avait stocké au début. Ouais. Un grand moment de l'informatique. C'est ça. Mais je pense que de mémoire, tu as bien perdu 2 jours. Je suis désolée de monopoliser le micro pour des cuisines internes spécifiques à Jourdan, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de demander à Damien Monet de l'installer directement sur les serveurs du CMH s'il y en a? Ça peut. Après, je sais pas bien comment c'est maintenant les serveurs. Je sais plus s'il en a. La plupart sont virtualisés, ils sont à l'ENS, mais ils pourraient en demander un virtualisé que pour ça. D'accord. L'ENS normalement nous fournit gratuitement des serveurs virtualisés comme le CNRS, quoi. C'est vrai que c'est plus pratique parce que c'est en local, etc. Bon, après, avec la qualité de service ENS. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a un bruit de fond. Ça doit être moi. Mais c'est peut-être moi. Il y a Eric qui va peut-être intervenir. Alors, je reparcours le module questions et réponses. J'ai l'impression qu'on a tout balayé. Grégoire, apparemment, tu as un problème de micro. Je ne sais pas si tu as posé des questions. Oui, bonjour. J'ai changé de micro, comme ça ce sera plus facile. Merci pour la présentation. D'abord, j'avais juste une question, parce que du coup, je travaille effectivement sur la version 2.0, donc elle date un peu. Et je voulais savoir si sur Lime Survey, maintenant, sur les dernières versions, il y avait des modules un peu de SIG. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire des tracés, de la géologue ou ce genre de choses?
Bonne question. Pour être tout à fait sincère, je ne sais pas répondre à votre question. Parce que je ne sais pas. Là, sincèrement, je ne sais pas si d'autres auraient cette expérience avec les dernières versions là, de Lime Survey. Mais... Alors, je sais qu'il y avait des choses possibles en faisant du JavaScript. On pouvait faire notamment de la géolocalisation, je crois. Mais bon, voilà, il faut le coder. J'ai demandé si sur la dernière version, c'était plus simple. Mais voilà, je suis pas sûr. Ouais, là, tout à fait sincèrement, je ne sais pas répondre à votre question, en fait. Il n'y a pas de souci. Par contre, alors du coup, moi, je confirme la possibilité dans son serveur Lime Survey de créer des modules, soit en PHP, soit même en JavaScript. Par exemple, nous à Toulouse, on travaille beaucoup sur les relations personnelles et les réseaux sociaux, du point de vue relationnel. On a fait créer un petit plugin pour récupérer des noms qu'on récupère dans des générateurs de noms. Avec qui avez-vous discuté? T'as dit bonjour, Marie. T'es Toto. éligible dossier requis. Les dossiers Marie, Il faut éteindre Marie, là. éligibles, c'est-à-dire remplir les critères administratifs. Remplis les critères, voilà. D'accord. Bon. bonjour à Patrick Michel. Pardon. Alors du coup, moi mon micro c'est bon, il est ouvert. Non, je suis désolé, j'ai muté. Je pensais que muter ça voulait dire de baisser le son et j'ai viré Marie. Tu l'as viré, oui, c'est ça. Tu l'as renvoyé à ses foyers. Mais en même temps, c'était gênant d'avoir la conversation avec son directeur d'unité. Hein. Mais que j'ai reconnu moi. Ouais, moi aussi. Donc du coup, ouais, voilà. Donc il y a la possibilité de développer des modules, soit en PHP, soit dans d'autres langages, dans Lime Survey. Moi, ça me surprend pas qu'il n'y ait pas de fonction SIG dans Lime Survey, vu que ça vient vraiment de l'enquête, enfin du questionnaire, sciences sociales, sociaux ou sciences politiques. Mais après, c'est vrai que ça peut être développé, quoi. Ok. Alors, je sais pas si, enfin, du coup, il y a d'autres questions. Grégoire ou Akima, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Ouais, non, moi c'est bon. Enfin, on a répondu. Je voudrais juste rebondir aussi sur les grosses enquêtes sur Lime Survey. Enfin, ça a été dit déjà, mais c'est vrai que moi j'ai eu plusieurs milliers de répondants sur de très grosses enquêtes à l'échelle vraiment de toute l'université. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne dans les limites de Lime Survey. Donc effectivement sur toutes les questions de l'anonymat, c'est que du tri à plat, etc. Le seul problème rencontré, c'est effectivement ça va être sur les invitations. Mais c'est un bel outil et franchement ça fonctionne. Ok, voilà. super. Et alors, j'ai pas pu discuter avec Marie Pless justement sur son problème. On échangera, je lui enverrai sûrement un mail, mais j'ai eu le même cas de figure qu'elle avec des répondants donnés, fournis par un organisme extérieur privé. Et une des solutions pour tous les autres, c'est qu'on avait créé une table de réponse factice avec du coup l'URL et des identifiants et on avait pu récupérer les informations comme ça. D'accord. Voilà. Ouais, donc là, ça vaut le coup que tu lui envoies un mail. J'essaye désespérément de trouver son email déjà tout à fait. pour m'excuser de lui avoir coupé cette connexion. Mais oui, effectivement, ça sera intéressant de pouvoir lui... Je la contacterai ce sujet. Merci. Bon, et bien écoutez, il est 16h30. Je sais pas si. Donc merci beaucoup Claudie pour cette présentation et ton retour d'expérience qui était vraiment très très clair. Tu as quand même balayé Lime Survey en nous racontant une histoire très intéressante et
et passionnante même, on peut dire, voilà. Du coup, on se retrouvera prochainement au mois d'avril, le 3 avril, avec Timothée Giraud qui nous présente Aircarto. On renverra l'annonce sur Mathé SHS et sur d'autres listes pour annoncer ce prochain tuto. Claudie, si tu veux conclure, je te laisse la parole. Merci.